Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc faire la troisième partie de ce premier CM, on va dire un peu introductif. Et après avoir vu, on va dire, les repères autour de la discipline et l'inégale répartition de la population dans le monde, on va essayer un petit peu de s'intéresser à la croissance démographique sur le temps long. Donc d'abord, donc cette troisième partie, le temps long de la croissance démographique, avec le fait, d'abord, première idée, c'est que l'explosion démographique qu'on connaît actuellement est très récente. Donc là, c'est un des rares domaines de la géographie où on va aborder vraiment le temps long et on va regarder ce graphique hein, qui commence à 10 000 avant Jésus-Christ jusqu'à 2000 après. Et on voit que jusqu'à relativement récemment, on a en fait une très faible augmentation de la population humaine qui reste à un niveau très très peu élevé jusqu'à voilà, relativement récemment. Pour donner des chiffres, alors on les a pas forcément jusqu'à moins 10 000 avant Jésus-Christ, mais il y a un démographe, Jean-Noël Biraben, qui s'est un peu posé la question de cette évolution de la population. Il a regardé l'accroissement pendant 2 millénaires, donc entre -400 et 1700. Donc on est approximativement de ici à ici. L'accroissement annuel de la population est de 0,07% pendant à peu près 2 millénaires. On passe, de 150 millions d'habitants, sur l'ensemble de la planète en 400, avant notre ère, à 680 millions en 1700. Donc une augmentation assez faible. Et c'est encore pire avant, mais on n'a pas de chiffres. Là, pour le coup, c'est impossible à évoluer. Ce qui peut être, intéressant, c'est de voir un petit peu, cette courbe. Elle n'est pas, parfaitement on n'a pas une courbe avec une croissance légère, hein. Il y a des augmentations à certains moments, puis des stagnations. Il y a même des creux que vous voyez ici et on peut se demander un peu quels sont ces creux là. Vous en avez un ici, un ici. Et ben, ces creux, c'est des creux liés à une très forte mortalité à une période. Par exemple, au Moyen Âge, heu, le on va dire la plus grande chute de la population est liée à la grande peste noire, qui a eu lieu en 1340 entre 1347 et 1352 à peu près, où, si on se concentre sur l'Europe, on a quand même entre un tiers, certains vont même jusqu'à dire la moitié de la population européenne qui meurt de la peste à ce moment-là. Donc forcément, ça fait une chute démographique forte. On a également d'autres, on va dire, moment de forte mortalité, par exemple l'extermination des Amérindiens au XVIe siècle où, 80 on estime qu'environ 90 de la population amérindienne, heu, aurait été exterminée par, la colonisation européenne qui non seulement, les guerres, les massacres, mais surtout, les maladies qui ont été, apportées à ce moment-là. Alors les chiffres sont évidemment très difficiles à estimer, mais par exemple, pour, le peu qu'on arrive à peu près à avoir, pour la partie centrale de l'empire espagnol, on estime qu'il y a quand même plus de 20 millions de personnes qui ont été tuées, donc enfin qui sont mortes, c'est pas forcément donc on a voilà, aussi une chute de la population mondiale dans des moments comme ça. Les principaux foyers de peuplement actuels, donc on va dire l'Asie du Sud et de l'Est et l'Europe, c'est les 3 plus grands, sont hérités de la préhistoire. Et on va essayer de se demander pourquoi, enfin pas on, hein, Jared Diamond, l'a fait. Donc c'est un géographe et sociologue qui s'est posé la question: «Pourquoi les foyers de peuplement les plus importants étaient, en Europe, en Asie du Sud et de l'Est?» Eh bien, comment ça s'explique? Ça s'explique parce que ce sont ces zones qui ont connu la révolution néolithique en premier. La révolution néolithique, c'est les débuts de l'agriculture et de la domestication, ce qui a permis, enfin d'améliorer l'accès à l'alimentation et l'alimentation en fait, ça a été la base de la croissance démographique. En sécurisant leurs ressources alimentaires, les hommes ont pu, enfin voir augmenter leur nombre. Cette, révolution néolithique, elle a eu lieu d'abord, on va dire au Proche et Moyen-Orient et elle s'est diffusée à l'ouest, vers, l'Europe et à l'est jusqu'en Asie de l'Est. Et c'est la flèche là, j'ai mis une flèche vers la flèche. C'est cette flèche-là qui est, où cette diffusion s'est faite facilement, et cette diffusion, elle a été facile parce que le milieu est tempéré. C'est un même type de climat, entre ces espaces. Alors que la diffusion vers, le sud, par exemple, sur cette flèche-là, elle, et même, ici,
Elle s'est faite, plus difficilement, notamment parce que les conditions climatiques changent et que si les conditions climatiques changent, les techniques agricoles doivent changer et donc la diffusion se fait plus difficilement. Il faut réinventer certaines choses et donc la révolution néolithique s'est d'abord diffusée sur cet axe-là, bien avant de se diffuser, par exemple, sur cet axe-là. Alors, en revanche, même si le Proche et le Moyen-Orient, est un foyer de peuplement relativement, peuplé, c'est pas le plus important. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même aussi des facteurs extérieurs, en plus de cette révolution néolithique et par exemple la pression, de groupes nomades qui font porter une pression forte sur les groupes sédentaires qui cultivent et il y a eu des groupes nomades importants au Proche, au Moyen-Orient et on va dire en Asie intérieure qui expliquent, d'après, Jared Diamond, que, cette diffusion de la révolution néolithique n'a pas permis pour autant de créer des foyers de peuplement aussi importants. Donc c'est voilà, une hypothèse, c'est, la révolution néolithique et sa diffusion qui a favorisé certains espaces, depuis la préhistoire. Donc ça, c'est pour expliquer un peu, déjà, le temps long, pour expliquer pourquoi ça a favorisé certains foyers de peuplement et maintenant on va regarder un petit peu quand même l'augmentation très brutale on parle d'une explosion, démographique à partir du XVIIIe siècle et encore davantage à partir du XXe siècle, hein. Donc le mot «récent» que j'utilise dans le titre, c'est bien sûr à l'échelle, du temps long qu'on a vu depuis le début, hein. C'est pas récent, du point de vue de la géographie. Si vous parlez de choses qui ont 200 ans en géographie, en temps normal, c'est pas récent. Mais là, pour le peuplement, on peut parler d'une échelle de temps récente et donc, vous le voyez sur ce graphique. Alors ce qu'il faut que vous regardiez, c'est la courbe violette, hein. La question du taux de croissance, on en reparlera. Hem, Elle, pour le coup, elle diminue. Mais, si on regarde la population même, donc on a jusqu'en 2000 ici, des chiffres, enfin jusqu'en 2020, des chiffres, récents et ensuite ce sont des estimations, on voit qu'il y a une augmentation très forte de la population. La population a été multipliée par 4 entre 1913 et 2015, donc en un siècle. On va dire sur le dernier siècle, on a une population qui a été multipliée par 4. Or, on assiste à un ralentissement progressif de la croissance démographique, hein, pas une réduction de la population, mais un ralentissement de la croissance, et c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Si on voit ces deux graphiques, on a ici la population et on voit que l'augmentation ralentit, elle augmente de moins en moins vite, même si elle continue à augmenter jusqu'aux projections ici de 2100. Mais ce qui est encore plus marquant, c'est le taux de croissance annuel de la population, qui est en train de ralentir après avoir atteint un pic. Donc le taux de croissance, qu'est-ce que c'est? Donc la population, c'est le nombre de gens sur terre et le taux de croissance, c'est l'augmentation annuelle, de cette population. C'est-à-dire chaque année, le taux de croissance augmente. Rappelez-vous avec Jean-Noël Biraben, on était avant 1700 à 0,07 par an. Là, on voit qu'on a atteint un pic à peu près 2 d'augmentation de la population par an, avant une réduction. Donc le pic a été atteint en 1968 et depuis, il réduit. La population continue à augmenter, hein. Tant que ce taux de croissance est positif, la population continue à augmenter, mais elle augmente de manière moins rapide. En 2020, on est, alors chiffre à connaître bien sûr, on est pour un chapitre comme ça, à 7 800 000 habitants à peu près et des estimations, qui vont à 7 700 000 à peu près en 2050, donc une augmentation d'environ 2 milliards en 30 ans, puis, population jusqu'en 2100 serait environ à 10 millions et donc une augmentation, cette fois de seulement 1 milliard en 50 ans. Donc on voit bien le ralentissement de l'augmentation de la population. Si on compare un petit peu, on sort de l'échelle mondiale et on regarde un peu par, grands espaces, par continent, on voit que cette évolution, elle se fait pas partout de la même manière du tout. Par exemple, actuellement, le continent le plus peuplé, c'est l'Asie.
et avec 4,640 millions de personnes, on voit qu'il y a un ralentissement de cette population, un tassement en fait, de la croissance. On va dire aux alentours à peu près des années 2040, on estime qu'il va y avoir heu, enfin un arrêt en fait de la croissance de la population sur l'ensemble de l'Asie. En Europe, vous l'avez ici, ça fait longtemps qu'il y a un ralentissement, un tassement et donc on descend tout comme pour l'Asie sur des prévisions de diminution et pareil l'Amérique latine et Caraïbes donc l'Amérique, du Sud, j'ai pas mis l'Amérique du Nord, mais ça fait un peu comme l'Europe. On a aussi, prévu dans les un peu comme en Asie, un tassement et finalement, ce qu'il faut en conclure, c'est que, c'est l'Afrique qui représentera l'essentiel de la croissance démographique à partir environ de 2050, avec une croissance qui est estimée, pour le coup, toujours en croissance, y compris jusqu'en 2100. Donc, voilà, ça c'était pour, établir un peu les grands repères sur les différentes régions du monde. On a dit c'est la division de la population des Nations Unies qui fournit ces chiffres et qui établit ces projections. C'est très bien de se poser la question: «Mais à quoi ça va ressembler en 2100?» Le problème, c'est qu'il faut se poser la question un peu de la fiabilité de ces projections, parce que là, on est quand même en 2021 maintenant, c'est dans 80 ans, c'est quand même compliqué de savoir à quoi va ressembler le monde dans 80 ans. Si, il y a 80 ans, on s'était posé la question, bah, en fait, on n'était pas juste à ce moment-là. Donc on va se poser la question des projections. Comment on fait des projections? Donc les projections, elles sont plutôt sûres sur les 30 prochaines années, quand on est en démographie. Parce qu'il y a un effet d'inertie, en fait. Une grande partie de la population, qu'il y aura dans 30 ans, en fait, est déjà née, mais surtout, ce qui fait la différence, c'est qu'il y a aussi les femmes en âge de donner naissance qui sont déjà nées. Donc ça permet de couvrir facilement, toute la population des 30 prochaines années. Ça, les estimations sont plutôt fiables sur 30 ans. Donc 2050, c'est à peu près fiable, les estimations pour 2050. Au-delà, il faut faire des hypothèses. Des hypothèses, des modèles d'évolution de la population. Et donc, là, c'est, le modèle qui est utilisé par les Nations unies. Leur modèle, c'est que, tous les pays devraient se diriger vers une fécondité proche de 2 enfants par femme. Certains pays resteraient un peu au-dessus de, par exemple, vers 2,2 enfants par femme, d'autres un peu en dessous, 1,8 enfants par femme en moyenne. Heu, mais voilà, c'est leur modèle, c'est que tous les pays vont peu à peu aller vers 2 enfants par femme environ. Et ce modèle s'appuie sur celui de la transition démographique qu'il y a eu en Europe, en Amérique du Nord, hein, qu'on reverra bien sûr en détail, et qui correspond en fait plus ou moins à cette stabilisation. Sauf qu'on peut faire des critiques en fait à cette hypothèse. Déjà, toutes les tendances récentes ne vont pas conforter cette supposition. On a l'application d'un modèle, mais on n'a pas de preuves. Rien ne prouve que tous les pays vont se stabiliser autour de 2 enfants par femme, en fait. Et un élément, qu'on peut prendre sur, des choses dont on a des chiffres, il y a une différence de fécondité entre la France et l'Allemagne de 0,5 enfants par femme depuis un demi-siècle et il y a pas de rapprochement. Donc il n'y a pas forcément une tendance à se rapprocher tout le monde vers 2 enfants par femme. Donc ça, c'est l'hypothèse proposée par les Nations unies, c'est une hypothèse. D'autres chercheurs vont envisager d'autres possibilités d'évolution de la population. Alors, on peut imaginer plein de choses en fait, c'est ça le problème des projections, c'est quand on ne sait pas, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer qu'il y a la stabilisation autour d'un modèle de famille en petit nombre, à moins de 2 enfants par femme, et donc avec une réduction du nombre d'humains jusqu'à une disparition de l'humanité. On peut aussi imaginer une réaugmentation de la famille, avec un accroissement supérieur à 2 enfants par femme, et donc une croissance inexorable, ou alors même on peut imaginer une alternance. Ça réduit, puis ça augmente. En fait, on ne sait pas trop. C'est ça l'idée. Je vais quand même vous donner un autre modèle que celui des Nations unies. Donc le modèle des Nations unies, c'est celui qui est dominant, parce que c'est l'organisme qui est en charge de faire ces projections, mais d'autres démographes se posent d'autres questions, et par exemple c'est le cas de Hervé Lebras, qui est démographe, qui a travaillé avec l'INED, donc l'Institut national d'études démographiques, mais qui a aussi été en conflit avec le directeur de l'INED et qui a pris des positions qui s'en éloignent très fortement. Donc c'est une position qui est différente de celle qui est présentée par les Nations unies et c'est assez intéressant de comparer les 2 scénarios possibles, de voir les questionnements en fait possibles sur des statistiques et de voir un peu, bah, l'étendue de l'incertitude des projections. Donc l'objectif derrière, c'est de vous dire
manier avec précaution les projections dès qu'elles dépassent les 30 ans. Ne prenez pas pour une certitude assurée les projections en 2100 parce qu'en fait, on ne sait pas du tout. Donc cette diapo, elle a été construite par, Hervé Lebras justement, pour opposer 2 chiffres. On voit, d'après la Nations unies, heu, l'évolution de la population mondiale et le taux de croissance. Donc on les a déjà vus un peu ces 2 chiffres, mais lui, il essaie vraiment de les mettre, en parallèle pour montrer qu'avec les mêmes chiffres, on peut construire des courbes différentes qui donnent pas du tout la même impression. Quand on voit ça, hein, on a l'impression que la population monte, là qu'elle descend. Bah, c'est vrai, la population monte, mais enfin augmente, mais elle le fait de manière, de moins en moins forte. Voilà. Hem, pour lui, son scénario à lui, donc 2e proposition, c'est que contrairement aux prévisions des Nations unies, la population mondiale, elle devrait arrêter d'augmenter vers 2065, puis elle devrait réduire. Donc pour lui, il y a vraiment une réduction de la population à partir de 2065, alors que pour les Nations unies, elle continue à augmenter un peu après. Et lui, il fait 3 critiques aux prévisions des Nations unies. Déjà, première critique, les Nations unies, elles prévoient une baisse très lente du nombre d'enfants par femme en Afrique subsaharienne. Donc ça, l'Afrique subsaharienne, c'est la zone où elle est la plus élevée actuellement, le nombre d'enfants par femme. Alors que pour lui, il estime que cette diminution pourrait être bien plus rapide. Les femmes pourraient faire vraiment de moins en moins d'enfants rapidement en Afrique subsaharienne. Deuxième critique. Les Nations unies prévoient une augmentation de la natalité dans les pays où elle est très basse. Par exemple, actuellement, en Corée du Sud, euh, on a environ un enfant par femme en 2018 et les Nations unies prévoient que ça augmentera vers 1,7 en 2100. Alors, il y a déjà eu des petites remontées de la natalité qui ont été observées dans plusieurs pays comme la Hongrie ou l'Algérie, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit de manière fréquente ni de manière forte. Et donc pour lui, cette prévision de l'augmentation de la natalité dans les pays où elle est très basse n'aura pas forcément lieu. Et troisième critique, pour lui, les Nations unies surestiment la baisse de la mortalité dans certains pays. Parce qu'en fait, logiquement, s'il y a moins de décès, ça veut dire plus de population. Donc si la mortalité baisse, la population augmente. Pour lui, les prévisions d'augmentation de l'espérance de vie sont trop optimistes et on n'aura pas un allongement de l'espérance de vie aussi important que prévu par les Nations unies. Et donc tout ça fait que pour lui, en fait, il va pas y avoir une augmentation de la population aussi forte que prévue par les Nations unies, mais au contraire une réduction de la population à partir des années à peu près 2065. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, pourquoi, d'après lui, les Nations unies, utilisent ces modèles qui pour lui sont faux. Et ben, pour lui, c'est que le modèle des Nations unies est influencé par le rôle et par les objectifs de l'organisation internationale. À savoir, son objectif, c'est de maintenir la paix, hein, les Nations unies et donc ça va dans leur sens d'éviter de prévoir un monde trop inégal pour 2100 et donc en prévoyant, par exemple, un taux de fécondité entre 1,7 et 2,3 enfants par femme, ça permet de en fait, ça montre qu'il y a eu une réduction des inégalités. Alors qu'aujourd'hui, la différence, entre les taux de fécondité de femmes vont entre 1 à 7, donc des inégalités plus fortes. Et ça se voit aussi dans la prévision des soldes migratoires, donc c'est-à-dire, le nombre de personnes qui entrent dans un pays ou qui en sort. Heu, les Nations unies prévoient des soldes migratoires en 2100 proches de zéro. Pas une disparition des mobilités, mais elle serait équilibrée entre les pays. Et pour lui, bah, tout ça, ça va dans la même idée où, le rôle des Nations unies, c'est d'essayer de prévoir un monde, hem, égal et donc c'est pour ça qu'il s'appuie sur ces hypothèses-là. Voilà, donc 2 modèles, hein, je dis pas qu'il y en a un qui est meilleur qu'un autre, bien sûr, parce que j'en ai pas les compétences, je suis pas, démographe spécialiste et j'ai pas les moyens, d'accès aux données, comme ils l'ont, mais c'est pour vous présenter, 2 façons de voir. Globalement, le modèle dominant, c'est celui des Nations unies, surtout que en réalité, ils ont conscience du fait qu'il est extrêmement difficile de prévoir sur de la longue durée. Et donc, ils utilisent en réalité un modèle avec des projections hautes et des projections basses. Là, je vous ai donné la moyenne de ces projections, mais ils ont conscience de cette incertitude et on voit ici, donc par exemple, en bleu, vraiment les extrêmes qu'ils anticipent et leurs extrêmes vont entre 7 milliards en 2100 et 16 milliards de personnes en 2100. Donc
ils prennent en compte, en fait, cette incertitude. C'est juste que quand on reprend leurs chiffres, on prend la moyenne et donc c'est cette moyenne qui est, par exemple, critiquée par Hervé Lebrun. Il faut ajouter aussi dans la logique de l'incertitude, le rôle des imprévisibles et par exemple, bah, les épidémies, on sait de quoi on parle en ce moment, mais on pourrait imaginer des épidémies encore plus mortelles ou le rôle des guerres, qui font aussi, peuvent, faire réduire la population ou même le taux de natalité par la suite. Donc voilà, ça c'était pour, se questionner sur la croissance démographique et son évolution dans le temps ainsi que ses projections et on va voir dans la prochaine partie, bah, la suite.